prendront successivement la parole. Vincent Desportes, donc général de réserve de l'armée de terre, que beaucoup d'entre vous connaissent, puis André Gattolin, universitaire et ancien parlementaire, qui a été porteur en mars 2023 de la proposition de résolution européenne dénonçant les transferts forcés massifs d'enfants ukrainiens vers la Fédération de Russie. Puis Nicolas Tenzer, chercheur en géopolitique, enseignant à Sciences Po et auteur de l'ouvrage récemment paru Notre guerre, le crime et l'oubli, pour une pensée stratégique, paru à l'Observatoire. Ensuite, Galia Ackerman, qui devrait nous rejoindre dans quelques instants, historienne du monde russe et soviétique et rédactrice en chef du média en ligne Desk Russie. Enfin, Patrick Puge, polytechnicien et cheville ouvrière pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, au sein du collectif More Arms for Ukraine. Il reviendra sur le chiffrage de nos propositions. Avant de passer la parole au général Desportes, je précise que nous prendrons les questions à l'issue de toutes les interventions. Vincent Desportes, donc, c'est à vous. Merci, merci Madame de m'avoir invité à m'exprimer. Et naturellement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que le temps n'est plus aux tergiversations ni aux demi-mesures. Hier, lundi 19 février, le message quotidien du président Zelensky fut aussi sobre que clair. La situation est extrêmement difficile. Il poursuit. L'armée ukrainienne est en difficulté en plusieurs points de la ligne de front, là où les troupes russes ont concentré d'importantes réserves. Nous sommes aujourd'hui, et pour plusieurs mois, non à ce tournant évoqué déjà 1000 fois, mais à un point de bascule, un point de rupture de cette guerre, après lequel tout redressement de la situation deviendra extrêmement compliqué, voire impossible. L'Ukraine est aujourd'hui en grand danger. Et comme vous l'avez dit, nous le sommes autant qu'elle, car cette guerre est une guerre européenne qui menace l'Europe elle-même, la France elle-même, jusqu'au fin fond de cette province, alors que trop de Français vivent encore comme un simple artefact de politique étrangère. Il est temps pour nous de faire rappeler le mot de Winston Churchill aux heures les plus noires de la bataille d'Angleterre. Il ne sert à rien de dire « nous avons fait de notre mieux », il faut réussir à faire ce qui est nécessaire. N'en doutons pas, la défaite de l'Ukraine serait notre défaite et elle serait aussi notre déshonneur. Quelle est la situation? La chute d'Avdiivka est la marque avérée de l'échec de la contre-offensive de l'Ukraine et des ravages matériels, humains et psychologiques qu'elle a produits au sein de l'armée ukrainienne. La marée s'est renversée et nul ne peut dire aujourd'hui avec certitude que le flux montant des réserves importantes rassemblées par la Russie derrière le front ne sera pas à Kiev cet été. Mais ce n'est pas certain, et cela dépend de nous, Français et Européens. Mais il y a une dramatique urgence, ou plus certainement, il y en a deux, celle du court terme et celle du moyen terme. Dans le très court terme, il faut empêcher toute percée de l'armée russe, tout en permettant la préparation d'une forte masse de contre-attaque à préparer, à armer et à former, prête à être engagée en 2025. L'armée ukrainienne doit tenir ses lignes de défense. Pour cela, nous devons la renforcer immédiatement, c'est-à-dire lui donner au plus tôt des moyens d'arrêt, c'est-à-dire des matériels d'organisation du terrain, comme disons-nous, nous militaires, mines en tout genre, obstacles divers, dont dans le dragon. Des moyens de contre-feu et d'interdiction, obusiers et obus en masse, drones offensifs, missiles anti-chars, équipements cyber, des armes de protection antiaérienne. Parallèlement, il faut que l'armée ukrainienne puisse ralentir les flux montants, détruire les rassemblements dans la profondeur, couper les rocades et les pénétrantes. Il lui faut donc
des feux de longue portée dans la profondeur de 100 à 400 kilomètres du front. Il lui faut donc des missiles et des roquettes conçues pour cette mission, dont les missiles Taurus, bien sûr. Pour le moyen terme, il nous faut aider à forger une masse de contre-attaque conséquente, de l'ordre de l'armée ou au moins du corps d'armée, c'est-à-dire une masse interarmée de 70 000 à 100 000 hommes, rodés au combat de ce niveau. C'est ce qui a cruellement manqué à l'Ukraine pour réussir sa contre-attaque de 2023. Je parle ici de matériel blindé en très grand nombre et tous les équipements de cohérence opérationnelle. Je parle d'avions à la hauteur, non pas de F-16 de 45 années d'âge et dépassés, mais bien d'avions meilleurs que les adversaires, donc d'avions Rafale à prêter, donner ou vendre. Je parle ici d'entraînement, car la guerre blindée mécanisée, contrairement à ce que beaucoup pensent, est un exercice extrêmement complexe. Ce ne sont plus les soldats de l'an 2 qui gagnent les batailles offensives, même si elles peuvent être efficaces en défensive. Ce sont des troupes entraînées, non pas au niveau de la compagnie en 5 semaines, comme elles le sont maintenant en Ukraine, mais au niveau de la manœuvre de grande ampleur du corps d'armée. Et cela prend des mois, des mois et des mois. Parallèlement, le discours politique français doit être ferme et il doit être clair. Cette guerre est notre guerre. Le discours politique doit porter des mesures sans équivoque d'engagement et de montre de volonté. J'ai parlé d'action Rafale il y a un instant, signe clair d'engagement. Il faut aller plus loin et rétablir le service national. Daguerre, au temps de la même menace, c'est sur le couple conscription-dissuasion que se dressait le concept de défense de la France et sa crédibilité. Il faut aller plus loin encore, lancer un grand emprunt de défense, ou mieux, établir un impôt de défense pour monter notre défense à la hauteur des enjeux et faire en sorte que les Français comprennent et l'urgence et le devoir. Les États-Unis ne seront plus jamais probablement l'arsenal des démocraties, selon le mot du grand Roosevelt. Alors réveillons-nous. Il appartient désormais à nous, à l'Europe et à la France, de devenir l'arsenal de la démocratie. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Général Desportes. On prendra évidemment les questions après, hein, et j'imagine qu'il y en aura beaucoup. Je passe maintenant la parole à André Gattolin, donc universitaire et ancien parlementaire. Oui, merci Sylvie. Dans un premier temps, je voudrais affirmer tout mon soutien avec les propos qui viennent d'être tenus par le général Desportes, parce que la situation d'urgence, d'extrême urgence, pas seulement pour l'Ukraine ou pour nous-mêmes, est là aujourd'hui. Alors, si nous semblons en prendre conscience, peut-être à l'aune du risque et d'une réalité déjà d'un désengagement américain, quelles doivent être nos capacités de réaction? Et je le dis en tant qu'ancien parlementaire jusqu'en octobre dernier, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, il faut que nous mobilisions l'ensemble de la société. Notre initiative est une initiative de la société civile. Nous devons y inclure les politiques et naturellement les parlementaires. Nous avons commencé, même si nous n'avons pas appelé ouvertement à signer notre mémorandum et notre appel aux parlementaires. Nous avons des contacts, nous allons parler avec eux parce que ce sont aussi ceux qui sont à même de faire pression sur les autorités nationales. Il y a une question de dimension et je crois que le général Desportes ne me contredira pas quand je dis qu'un conflit, c'est d'abord d'identifier et de comprendre les intentions réelles de l'ennemi. Nous avons mis le temps concernant Vladimir Poutine et les responsables du Kremlin. Nous en avons conscience aujourd'hui. Le deuxième point, c'est de réagir à la hauteur des enjeux. Je crois que nous sommes dans le début d'une prise de conscience, mais que la réaction n'est pas encore là. Et puis le troisième point,
c'est l'ordonnancement dans le temps. À chaque époque, il faut à la fois une prise de position, un engagement et dans la durée. Alors bien sûr, on peut se targuer de dire que l'année en cours sera l'année où la France aura obtenu, rejoint l'objectif de l'OTAN des 2% du PIB. Je veux dire, il faut bien dire les choses, ça cache des années de disette et que ce niveau est insuffisant. D'autant que les spécialistes le savent, il y a quand même 9 milliards de dépenses qui sont comprises là-dedans, qui sont, et c'est logique, hein, le versement des pensions et des retraites des soldats, mais qui ne sont pas, pour moi, un engagement de défense pure. Donc, le niveau de 2% n'est pas un objectif absolu. Dans la situation actuelle, il faut aller bien au-delà. Il y a l'engagement de l'État. Bien sûr. Alors, nous sommes dans une période contradictoire où on nous annonce des restrictions budgétaires parce qu'il faut faire des économies, mais il y a une réalité. Il y a, comme l'a rappelé le général, des stocks. Nous avons des stocks. Et la prise de décision de la première ministre danoise dimanche passé de transférer, de confier l'ensemble de son artillerie à l'Ukraine est essentielle. Parce que dans ce conflit et dans la manière dont il se configure, de manière beaucoup plus large, conflit en Ukraine, il y a des pays de première couverture qu'on qualifiera les pays de l'Europe orientale, les pays baltes, la Pologne, la Roumanie et d'autres, qui, eux, ont besoin aussi, et ils le font d'ailleurs en termes budgétaires, notamment la Pologne, de manière considérable, et conserver aussi une partie de leurs armes en cas d'une attaque ou d'une autre offensive. Mais les pays de deuxième couverture, comme le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, n'ont pas d'explication pour dire nous conservons en stock, nous conservons 200 chars Leclerc. Alors, à chaque fois qu'on évoque cette idée-là, on nous dit ah mais c'est un bataillon qu'on va supprimer et nous avons certains élus locaux, je ne les nommerai pas, qui s'offusquent de la disparition pour quelques années de la capacité de la présence d'armes qui sont inutiles en l'état, puisqu'elles ne sont même pas dissuasives, alors qu'elles pourraient être utiles sur le terrain. Donc là, il faut absolument que le politique soit mis devant ses responsabilités. Ce n'est pas que le gouvernement, c'est aussi les élus locaux. Comprendre que défendre aujourd'hui l'Ukraine, c'est assurer effectivement, comme ça l'a été dit, notre défense. Il y a la question du financement de la BITD, c'est-à-dire de notre appareil industriel public et privé d'armement. C'est vrai, il y a un vrai problème. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des auditions des responsables du financement. Les banques sont très, très renonçantes par rapport à ça, pour des questions d'éthique, d'image. Il faut, et c'est le sens de la mesure numéro 5 que nous avons proposée dans notre mémorandum, il faut qu'aucun établissement bancaire ne puisse opposer une charte d'éthique aux demandes de financement et d'entreprise pour l'Ukraine. Ça, il faut que ce soit très clair. Si l'urgence est là, n'entrons pas dans des procédures qui soient lourdes et où on ne trouve pas le financement. Il faut bien sûr, et c'est la mesure numéro 6, qu'on lance un grand emprunt national, une sorte de livret d'épargne réglementé pour l'Ukraine, parce que les moyens doivent venir. Et il faut que la société civile, les entreprises, les citoyens s'engagent dans cette bataille qui n'est pas une bataille, là encore, extérieure, mais qui est notre bataille. La nécessité, et nous y viendrons, de dépasser le simple engagement français passe évidemment par une action européenne. Nous sommes en échange. Moi, j'ai confondé avec quelques parlementaires, enfin 400 parlementaires, United for Ukraine, qui est une association que nous pilotons à la fois avec la Rada suprême, le Parlement européen et les parlements nationaux. Nous devons aussi, avec des mesures, comme je l'ai dit, sans doute distinctes par pays, mais appuyer et appuyer encore l'urgence. Nous pouvons penser à la reconstruction de l'Ukraine. Aujourd'hui, la question est celle de sa destruction et de son effondrement qui est en jeu. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais ajouter. Je vous remercie. Merci André Gattelin. Je continue donc à passer la parole à Nicolas Tenzer, auteur de l'ouvrage Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique. Merci Sylvie, mesdames et messieurs, bonjour à tous. La première chose que je voudrais évoquer avec une certaine solennité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes devant une guerre radicale, totale,
menée par Vladimir Poutine, non seulement contre le peuple ukrainien, mais également contre l'Europe et contre nos principes de liberté. Devant cette guerre radicale, bien sûr en Ukraine, mais il faut quand même le rappeler aussi, en Géorgie, au Bélarus, où Poutine maintient le régime de Loukachenko dans un état de terreur absolue, mais également dans certains pays d'Afrique, mais également en Syrie, mais également aux côtés de la junte birmane, sans parler de pays comme le Venezuela, le Nicaragua, Cuba, etc. Nous devons avoir une réponse qui est elle aussi radicale. Et malheureusement, la réalité que nous connaissons aujourd'hui est une réponse, beaucoup l'ont dit avant moi, tant le général Desportes qu'André Gatelin, est une réponse bien sûr insuffisante. De notre part, je ne parle pas spécifiquement de la France, mais de la part des alliés. Nous restons aujourd'hui extraordinairement timorés et concrètement, cette peur que nous avons, parce que nous continuons d'une certaine manière à acheter tout le discours de la propagande du Kremlin, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état où d'abord, nous ne sauvons pas les vies ukrainiennes. C'est vrai que si nous étions intervenus beaucoup plus tôt, nous aurions pu d'abord sauver des dizaines et peut-être même plus d'une centaine de milliers de vies ukrainiennes. Et je pense que nous n'avons pas le droit non plus de réduire au silence ou de détourner le regard de cette forme de culpabilité qui est liée à nos atermoiements. Donc aujourd'hui, nous devons nous mettre en œuvre, nous devons tout mettre en œuvre pour vraiment défaire la Russie et faire gagner l'Ukraine, bien sûr, mais défaire la Russie. Je crois que nous devons définir ainsi nos buts de guerre. Et quand on entend un certain nombre de responsables politiques en Europe qui disent nous devons empêcher que la Russie ne gagne, c'est un discours qui est en fait beaucoup trop faible en raison même de cette double négation. Nous devons être parfaitement clairs sur nos objectifs finaux. Nous devons bien sûr avoir aussi une stratégie de long terme vis-à-vis de la Russie, en particulier en ce qui concerne le maintien, même au-delà de la victoire en Ukraine, en matière de maintien de sanctions, en matière, évidemment, je vais y revenir, de punition de crimes qui ont été commis. Et de fait, 4 catégories de crimes, je le rappelle toujours, ont été bien documentées en Ukraine, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, un crime de génocide, avec notamment la déportation d'enfants en vertu de la Convention du 9 décembre 1948, et bien sûr un crime d'agression qui requiert un tribunal spécifique. Nous devons vraiment aller jusqu'au bout dans cette résolution. Qu'est-ce que cela signifie? Alors ça signifie plusieurs choses. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit parfaitement le général Desportes tout à l'heure. Ça suppose de nous mettre en mesure de gagner. Être en mesure de gagner et faire gagner l'Ukraine dans l'immédiat, puisque c'est aujourd'hui la véritable ligne de combat, ça suppose de donner tous les moyens possibles. Tous les moyens possibles, de mettre en place une économie de guerre. Et malgré le discours du président de la République le 13 juin 2022, il y a plus d'un an et demi, à Satori, où il disait il faut que les pays de l'Union européenne passent en économie de guerre, la réalité est que nous en sommes absolument loin. Ensuite, cela suppose d'expliquer à nos compatriotes français, mais c'est la même chose pour l'ensemble des pays européens et d'ensemble des pays d'ailleurs de l'Alliance, il faut que nous expliquions les dangers. Il ne faut pas que le conflit en Ukraine paraisse à un certain nombre de nos concitoyens comme un conflit extérieur. Je pense que le discours que l'on entend trop souvent, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, certes, juridiquement, il est fondé puisqu'il n'y a pas de déclaration de guerre, mais la réalité est bien que la Russie nous fait la guerre. Donc, l'état de guerre, nous devons l'expliquer toujours et nous devons dramatiser en quelque sorte la situation, parce que je pense que l'opinion publique, les sondages l'attestent, est tout à fait à même de comprendre la réalité. Mais si le discours est intermittent au mieux et parfois encore un peu mou, je pense que nous n'y parviendrons pas. Alors certes, on peut dire que le président de la République, lors de la conférence de presse avec le président Zelensky, a tenu des propos extrêmement forts, qu'il y a une conscience, bien sûr, aujourd'hui de la menace directe pour l'Europe. Mais si effectivement nous devons prendre ce discours au sérieux, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi effectivement, nous n'avons pas clairement dit que nous allions livrer au moins les Mirage 2000D
à l'Ukraine. Pourquoi le général Descortes l'a évoqué, je suis entièrement d'accord avec lui, pourquoi ne pas penser également aux Rafales? Je crois que nous devons aller là aussi jusqu'au bout. Nous ne devons plus aussi dire ce que font un certain nombre d'alliés. La France ne le dit plus maintenant si explicitement, mais quand même, nous devons être parfaitement clairs sur le fait que nous devons aider les Ukrainiens à frapper également l'ensemble des lancements des lanceurs de missiles, y compris sur le territoire russe. C'est parfaitement légitime, légal, en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Nous pouvons parfaitement frapper des objectifs militaires en Ukraine et il n'y a pas de en Russie, pardon, et nous ne devons absolument pas dire aux Ukrainiens qu'ils doivent être en quelque sorte mesurés. Au contraire, nous devons pleinement les aider. Dernier point que je voudrais très rapidement évoquer, il y aura peut-être effectivement plus de questions, nous devons aussi, je pense, nous prémunir de la tentation de dire qu'un jour, à terme, il y aura des négociations avec la Russie. Il ne peut pas y avoir de négociations avec la Russie. C'est quelque chose que pour ma part, j'évoquais déjà dans un article en 2016. Je crois qu'il faut bien voir quelles seraient les conséquences de ces négociations. D'abord, ça voudrait dire que nous acceptons que le droit international soit bafoué, que nous accepterions in fine, même sous une forme de semi-victoire ou de semi-défaite, une forme de, comment dire, d'acceptation de la révision des frontières par la force. C'est ça que ça voudrait dire. On sait parfaitement quel type de signal cela enverrait à Pékin notamment, que, in fine, avec des pressions, ben, finalement, tout se termine par des négociations et donc on accepte finalement que le droit international soit bafoué. Deuxièmement, si nous devions accepter une forme de négociation avec la Russie, cela signifierait que dans les territoires occupés, comme toujours maintenant, par l'armée russe, il y aurait plus de tortures, des exécutions sommaires, des disparitions forcées et à nouveau des déportations d'enfants. Et nous donnerions en quelque sorte une autorisation à Poutine et à son régime de continuer à torturer, à massacrer, à déporter. Ce n'est pas acceptable. Troisièmement, lorsque certains évoquent des perspectives de négociation lointaines, ils trahissent ce qu'ils ont affirmé également par le passé de manière constante, c'est-à-dire l'obligation de punition des crimes des 4 catégories que j'ai évoquées commis par la Russie. Et je pense que sur ce plan-là, nous devons aller effectivement jusqu'au bout. Et en particulier, nous ne devons pas renoncer, je dirais, aux sanctions tant que ces crimes n'ont pas été punis. Et quatrièmement, il faut aller beaucoup plus loin, évidemment, non seulement sur la question de la réparation des dommages de guerre causés par la Russie en Ukraine. Nous devons bien sûr saisir dès maintenant, il n'y a aucune raison légale, aucune raison politique, aucune raison financière de différer cela, saisir l'ensemble des avoirs de la Banque centrale russe et à terme, il faut mettre en place un mécanisme pour que la Russie, sur la durée, paye l'ensemble de ces dommages. Alors, il y a plusieurs formules que certains peut évoquer, on peut en discuter, ça ne fait pas partie de ce que nous avons évoqué dans la tribune, mais par exemple, un impôt supplémentaire russe pendant 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. Il faut qu'il y ait une conscience de la part aussi des citoyens russes de l'ensemble des crimes qui ont été commis. Et ça suppose enfin, évidemment, de renforcer tout notre appareil de sanctions. Certes, par rapport à 2014, où les sanctions étaient extrêmement limitées, nous avons développé des sanctions beaucoup plus puissantes, avec aujourd'hui le 14e paquet de sanctions, il y aura peut-être un 15e, un 16e, mais nous n'allons pas jusqu'au bout. Vous avez encore un certain nombre d'entreprises en Europe et aux États-Unis qui continuent à commercer avec la Russie. Et là aussi, reprenons les propositions de la première ministre estonienne Kaja Kallas, qui disait maintenant il faut absolument créer un embargo total. Nous devons aussi, côté européen en particulier, songer à mettre en place un système de sanctions extraterritoriales. Et toutes les formes de complaisance d'un certain nombre de pays qui continuent à fournir des composants qui sont utiles à l'armée russe, sans même parler directement d'armes comme la Corée du Nord et l'Iran, eh bien, il faut effectivement que ces pays
soit sous sanction. Il est aussi bien sûr inadmissible qu'aujourd'hui nous ayons un certain nombre de pays qui continuent à faire des profits avec la Russie. On peut penser et bien sûr à la fourniture de matières nucléaires. On peut évoquer le fait qu'une grande banque autrichienne comme Raiffeisen ait fait l'année dernière la moitié de ses profits avec la Russie. On peut penser, et ça concerne aussi des entreprises françaises, aux livraisons de gaz naturel liquéfié qui continuent à arriver sur les marchés européens. Il y a beaucoup d'autres exemples, bien sûr. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience du fait, et je terminerai là-dessus, qu'une guerre totale suppose aussi une réponse totale. Et c'est dans ce sens-là que je crois que l'appel que nous avons lancé, évidemment, prend sa place. Nous devons aller vraiment jusqu'au bout sur les livraisons d'armes et jusqu'au bout pour l'isolement de la Russie. Mais si nous ne faisons pas comprendre à nos citoyens quel est véritablement l'enjeu, qui est un enjeu qui est vraiment celui que nous avons connu pendant la Seconde Guerre mondiale, de défaite absolue et de capitulation sans condition des puissances de l'Axe, eh bien, je pense que nous risquons fort de perdre la guerre, et ce sera évidemment notre guerre que nous aurons perdue, et pas uniquement la guerre des Ukrainiens, parce que la guerre des Ukrainiens, c'est notre guerre aussi. Les Ukrainiens sont d'abord les nôtres, ce sont eux qui se battent et qui meurent pour nous. Merci Nicolas Tenzer, qui est donc qui marche aussi dans les pas du général Desportes. Je passe la parole maintenant à Galia Ackerman, donc rédactrice en chef du média en ligne Desk Russie. Je ne peux qu'adhérer à tout ce qui vient d'être dit parce que je pense que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Je voudrais simplement souligner ce qu'a dit Nicolas Tenzer au sujet des territoires occupés actuellement, parce que on entend beaucoup trop de voix actuellement et déjà dans le passé qu'il faut arrêter cette guerre, qu'il faut épargner la vie des Ukrainiens, qu'on massacre toute une nation et que donc il faut négocier avec les Russes, trouver un compromis acceptable, accepter de perdre une partie des territoires, etc. Personnellement, je pense que si nous accroissons l'aide militaire à l'Ukraine, ce n'est pas acceptable de laisser ces territoires sous contrôle russe. Laissons même de côté les considérations du droit international qui sont bien entendu parfaitement valables, mais ce que vivent les gens de ces territoires, et ils sont plusieurs millions, c'est non seulement des déportations forcées de gens en Russie, parce que les Russes ont un problème démographique et ces territoires sont un réservoir démographique pour eux. Vous savez, je ne sais plus qui des dirigeants russes a dit il n'y a pas longtemps que ce n'est pas très grave de perdre même des centaines de milliers d'hommes parce que, in fine, nous allons gagner 8 millions. Et donc, il s'agit non pas simplement de gagner pour la Russie les 8 millions, mais dans ces territoires, on est en train de les rééduquer, on brûle les livres en ukrainien, on a changé les programmes scolaires, les enfants sont obligés de chanter tous les matins l'hymne russe, d'étudier la version totalement fausse de l'histoire. C'est-à-dire, on est en train de les transformer réellement par la force en province russe. Nous avons des témoignages à n'en finir, comme Nicolas l'a dit, de torture, d'enlèvement, de mort tout simplement. À chaque fois qu'une localité a été libérée, on a trouvé tout simplement des charniers. Tous ceux qui étaient fidèles à l'Ukraine, activistes, fonctionnaires locaux, ils ont tout simplement été exécutés. Ceux qui ne sont pas passés du côté de l'ennemi. Donc, nous assistons à une forme de génocide, si on comprend sous génocide non seulement la mort de gens, mais en fait l'épuration ethnique et le passage forcé de plusieurs millions de personnes dans un autre groupe ethnique à terme. Et donc, si nous considérons que l'Ukraine est européenne, ce que prouve toute son histoire, il faut aussi qu'on pense
à ces gens-là parce qu'ils sont européens comme nous et ils vivent un régime d'occupation qui, en quelque sorte, n'est pas meilleur que le régime nazi en France occupée. D'ailleurs, en France, les Allemands, au moins, ne voulaient pas rééduquer les Français et leur faire renoncer à leur culture et à leur langue. Donc, c'est une raison de plus, mais très sérieuse, pour notre mobilisation. On ne peut pas avoir de compromission. La victoire sur la Russie doit être totale, elle doit quitter complètement l'Ukraine. Et ensuite, il y a encore un point, et là aussi, je suis totalement d'accord avec Nicolas. Actuellement, nous avons des sanctions qui sont très fortes, mais qui sont très mal appliquées. Mais il y a certainement des velléités dans la classe dirigeante russe de se rapprocher de nouveau de l'Europe, mais à leurs conditions, pardon, et faire le simulacre d'un dégel, comme ça s'est déjà passé sous Medvedev, pour que l'Europe, contente d'avoir enfin, dans l'après-Poutine, un leader soi-disant raisonnable, puisse lever les sanctions. Eh bien, il faut qu'on prenne d'emblée cette posture tant que la Russie n'a pas quitté complètement le territoire de l'Ukraine, tant qu'il n'y a pas de repentir officiel, tant qu'il n'y a pas de réparation au peuple ukrainien, on ne peut pas lever les sanctions. Et la propagande russe nous tend des pièges. Vous savez, le candidat Nadezhdin qui a suscité tant d'espoir, dont on a beaucoup parlé, maintenant candidat malheureux parce qu'il n'a pas été autorisé à se présenter, mais en fait, c'est typiquement le type de discours qu'on pourrait entendre dans l'après-Poutine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, en fait, a promis de garder les territoires occupés. C'est quelqu'un qui a dit qu'il n'y aurait ni réparation, ni quoi que ce soit, ni repentir, que les Russes qui sont tombés sur le champ de bataille sont des héros. Et donc, en fait, il demandait à arrêter la guerre, tout simplement parce que l'opération militaire spéciale, comme il l'a appelée, comme tout le monde là-bas, n'a pas atteint ses objectifs. Et les objectifs étaient la destruction totale de l'Ukraine. Donc, il faut qu'on soit, d'une part, qu'on se réarme, parce que la libération de ces territoires occupés est une grande priorité pour empêcher, on peut dire, le génocide culturel, en tout cas, et génocide réel, enfin, peut-être pas génocide, mais des massacres par rapport à certains groupes de la population. N'oublions pas là aussi les Tatars de Crimée, qui actuellement, beaucoup purgent des peines en Russie, condamnés pour 20 ou 25 ans de prison, de camp, dans des conditions extrêmement dures pour soi-disant extrémisme, tout simplement parce qu'ils ont gardé la fidélité à l'Ukraine. Donc, encore une fois, se réarmer pour atteindre la victoire et ne pas céder aux sirènes du régime Poutine ou du régime post-poutinien tant que le repentir et toutes ces conséquences ne sont pas sincères. Merci. Merci Galia Aderman. Je passe la parole donc au dernier intervenant, Patrick Puge, polytechnicien, qui a donc travaillé dans le groupe, dans le collectif More Arms for Ukraine, au chiffrage de propositions réalistes que nous pourrions faire et que nous avons faites dans la tribune publiée dans le Monde pour une contribution plus importante de la France à l'armement de l'Ukraine. Patrick Puge. Merci Sylvie. Je vais vous présenter successivement les chiffrages annoncés par le gouvernement français en les comparant avec ceux du gouvernement allemand, les commentaires qu'appelle la méthode du gouvernement et le chiffrage de nos propositions pour en faire davantage. Ensuite, je présenterai les pistes de financement de cet effort.
Le gouvernement français a annoncé la semaine dernière que le soutien militaire de la France à l'Ukraine s'était élevé en 2022 à 1,7 milliard d'euros, à 2,1 en 2023 et qu'il atteindrait 3 milliards d'euros en 2024. En comparaison, le soutien militaire à l'Ukraine annoncé par le gouvernement allemand pour la même période est de 2, 5,4 et 7,6 milliards d'euros. L'effort de chaque pays en 2024 en pourcentage de son produit intérieur brut est donc de l'ordre de 0,11% pour la France et de 0,18% pour l'Allemagne. L'Estonie a annoncé de son côté qu'elle consacrerait 0,25% de son produit intérieur brut à l'aide militaire pour l'Ukraine en 2024 et pour les 3 années suivantes, et a appelé tous les États membres de l'Union européenne à faire de même, ce qui demanderait à la France de passer à 6,6 milliards, soit plus d'un doublement. Le chiffrage du gouvernement français additionne 4 composantes. Le coût des cessions de matériel provenant des stocks et parcs des armées françaises, le remboursement à l'Ukraine de certains de ses achats aux industriels français de l'armement, le coût de la formation des militaires ukrainiens en France et en Pologne, et le montant de la contribution française à la partie de la Facilité européenne pour la paix consacrée à l'armement de l'Ukraine. Ce chiffrage appelle 2 remarques. L'évaluation des matériels cédés au coût des matériels souvent plus récents qui les remplacent conduit à des surévaluations par rapport à leur valeur comptable. Par exemple, les 250 véhicules de l'avant blindé cédés sont chiffrés au prix du nouveau véhicule Griffon, alors même qu'ils devaient être remplacés dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030. D'autre part, la France attend des remboursements partiels de la Facilité européenne pour la paix pour les matériels qu'elle aura cédés à l'Ukraine. Ces remarques conduisent donc à minorer les chiffrages du gouvernement français. Pour autant, nous ne partageons pas les analyses du Kiel Institute, que son obstination à ne retenir qu'une seule composante du soutien militaire français et sa persistance à prendre en compte des livraisons non encore effectuées s'échelonnant jusqu'en 2027 par l'Allemagne conduisent à une évaluation largement fausse du rapport des contributions des 2 pays. Nous proposons quant à nous d'augmenter le soutien militaire français à l'Ukraine, d'abord en augmentant fortement les cessions de matériel provenant des stocks et parcs de l'armée française. Comme l'a écrit Madame la députée des Français de l'étranger, Anne Genté, dans la revue Défense nationale parue ce mois, il vaut mieux fournir et remplacer que produire pour fournir. Nous venons aussi d'avoir l'exemple de la première ministre du Danemark qui cède à l'Ukraine le parc d'artillerie et le stock de munitions de son pays. Ensuite, nous préconisons d'augmenter les ressources budgétaires consacrées au remboursement à l'Ukraine de matériel qu'elle achète aux industriels français de l'armement dans les budgets 2024 et 2025, en portant le fonds de soutien à l'Ukraine de 200 millions d'euros à 800 millions, puis 1 milliard d'euros. Cet effort permettrait notamment de financer 60 des 78 canons César produits pour l'Ukraine cette année, qui sont aujourd'hui sans payeur identifié. Ces propositions conduiraient à un doublement de l'effort de la France, dont une partie serait éligible à un remboursement par l'Union européenne dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. La situation financière de notre pays, au moment où Bruno Le Maire revoit à la baisse les prévisions de croissance, laisse présager une forte résistance de Bercy à un financement supplémentaire sur budget de l'État. Bien qu'une aussi forte résistance soit à attendre du ministère des Armées concernant les cessions de matériel, une première modalité de financement serait d'utiliser les crédits de la loi de programmation militaire 2024-2030, ce qui reviendrait à livrer à l'Ukraine
comme le fait le Danemark, des matériels et munitions initialement destinés à l'armée française. Le recomplètement des stocks et des parcs français ferait l'objet de commandes livrées après la fin du conflit. Hors budget de l'État, deux sources de financement sont envisageables. L'appel à l'épargne publique par le lancement d'un emprunt national et la création d'un livret d'épargne rémunéré pour l'armement de l'Ukraine. D'autre part, les fonds russes gelés en Europe dans le cadre des sanctions, en affectant au soutien à l'Ukraine les intérêts qu'il génère, les taxes afférentes, ou même en confisquant tout ou partie des capitaux gelés. Ces deux sources pourraient se renforcer, l'État pouvant garantir l'emprunt et le livret en s'appuyant sur les fonds russes. Merci. Merci Patrick Puche pour ce document très clair sur le chiffrage. Je voudrais donc maintenant prendre les questions qui donc ont surgi à l'écoute des diverses interventions, probablement d'abord celle du général Desportes qui propose, et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, un impôt défense, de même qu'il propose le retour à la conscription et donc à un service national, ce qui me semble en tout cas rencontrer tout à fait l'idée défendue également par Nicolas Tenzer, que cette guerre est bien notre guerre et qu'il s'agit que tout le monde en prenne conscience. Donc je peux prendre les questions à partir de maintenant. Si questions il y a. Pas de questions? Il y a une question de Anna Morin. Ah, Anna. Oui, bonjour tout le monde. Nous parlons économie de guerre, relancement de la circonscription. Pour les gens ordinaires, ça veut dire quoi en pratique? Pour les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, 25 ans, comment on leur parle et comment est-ce qu'ils doivent envisager l'impact sur leur vie alors qu'ils sont en train d'y aller de balade, que tu as commencé de la planifier concrètement, de manière pragmatique? Ça veut dire quoi? Peut-être le général Desportes peut répondre. Oui, écoutez, volontiers. Ma première remarque, si vous voulez, que rien ne fonctionnera sans un effort extrêmement important de communication. Si vous ramenez quelques décennies en arrière, on se rappelle que le président Roosevelt doit amener les États-Unis vers la guerre et que les Américains ne veulent pas de cette guerre, non seulement, mais qu'ils se sont dotés de tout un arsenal nucléaire pour empêcher le président et les États-Unis d'aller à la guerre. Et donc, il y a eu un effort très important de communication pour arriver à faire comprendre que cette guerre en Europe, extrêmement loin du Massachusetts, enfin, pas trop le Massachusetts, mais du Wyoming et du Nevada, eh bien, que cette guerre était cette guerre. Et à partir du moment où cette communication a fonctionné, alors les citoyens américains, un peu contraints et forcés, mais en tout cas, ont compris que les enfants américains allaient bien défendre leur propre liberté. Et donc, je crois que tout ce qu'on vient de dire n'arrivera pas s'il n'est pas réalisé ce qui a été appelé tout à l'heure une mobilisation générale du peuple français. Et cette mobilisation intellectuelle, elle doit être bâtie sur un discours fort. Pourquoi est-ce que le service national était accepté et pourquoi progressivement il ne l'a plus été? C'est parce que la conscience d'une menace aux frontières avait disparu et que les Français ne comprenaient pas pourquoi ils devaient aller faire leur service national. J'ai un exemple personnel. J'ai commandé pour moitié des appelés, pour moitié des professionnels. Et j'ai servi longtemps en Allemagne. L'armée, la deuxième corps d'armée qui était chargée d'arrêter cette guerre, celle qu'on voit maintenant. Et la première chose que je faisais avec mes soldats, c'était de les amener sur le rideau de fer. Et quand ils voyaient le rideau de fer, que tout le monde ici n'a pas connu en face de moi, dès qu'ils voyaient le rideau de fer, les chiens, les mitrailleuses, etc., là, ils comprenaient ce que c'était un monde de liberté et un monde de non-liberté. Et alors, à partir de ce moment-là, même le service national, il l'a accepté. Ce que je veux dire, c'est que si vous dites brutalement aux Français, il y a un service national, et ça ne va pas aller, évidemment. Donc, il faut préparer l'opinion, expliquer ce qu'on a tous dit ici, qu'il y avait un problème d'urgence,
que ce n'est pas l'Ukraine qui était menacée. Elle l'est menacée, bien sûr, au premier chef, mais c'était juste notre liberté, la démocratie, notre mode de vivre. Avec, évidemment, peut-être en épitaphe, cette règle américaine qui est juste. Hein, les Américains disent freedom is not free. Eh bien non, votre liberté, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite, donc il faut la payer. Le service national, qu'est-ce que c'est? C'est un impôt, on le sait bien. Eh bien, il faut, comme ça a été dit, probablement un impôt défense. Et dans cet impôt défense, eh bien, il y a un impôt qui s'appelle l'impôt d'une année sous les impôts. Alors, évidemment, ça changera la vie. Évidemment, c'est à organiser. Évidemment, on ne va pas convoquer les 800 000 jeunes Français d'une classe d'âge en même temps. Voilà, il faut monter en puissance. En tout cas, à un moment donné, il faut décider. Mais surtout, je crois qu'il faut dire à Poutine, non, nous n'acceptons pas. Et donc, la France se réveille et elle prend fermement les mesures. Après, on sait quand même que la France a une certaine aura encore en Europe, et heureusement, et que ce que fait la France, d'ailleurs, pour la fin de la construction, ça a été la même chose. Si la France redécide la conscription, ça peut avoir un effet d'influence non négligeable. L'important, c'est que Poutine comprenne bien qu'en face de lui, il rencontrera une volonté indéfectible. Il a déjà été surpris quand même de la première réponse des Européens à partir du 24 février, mais il a compris aussi que cette fermeté avait diminué avec le temps, avec l'usure, etc. Eh bien, il faut aujourd'hui avoir des gestes forts et dire non, nous refusons le projet de société obscurantiste que vous voulez porter en Europe à la pointe de vos épées. Merci, Général Desportes. Oui, vas-y, Galia. Vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Je voulais juste poser une question. Bien sûr, si jamais la conscription se fait, ça va prendre longtemps, il faut préparer. On n'a même pas de caserne. Même les casernes ont été vendues ou abritées, tous ces gens. Mais quel est le rôle que pourrait jouer la Légion étrangère et est-ce qu'on pourrait rapidement envoyer des détachements de la Légion étrangère en Ukraine et éventuellement engager plus de gens au sein de la Légion étrangère? Je pense que l'offre ne manquerait pas. Alors ma réponse est simple, si vous voulez. Une nation qui a besoin de confier sa défense à des étrangers est une nation qui va mourir. On a effectivement une légion étrangère, mais qui est très petite, d'ailleurs, madame, qui est très petite en volume, qui n'est rien, c'est moins de 10 000 hommes aujourd'hui. Donc c'est très peu de choses. Ce sont des troupes d'élite, mais extrêmement réunies. Et donc, je crois que c'est un principe. Et si on revient au concept de défense de la guerre froide, le concept de défense est lié complètement le fait que nous ayons une armée, nous ayons à cette époque-là une armée de conscription et la dissuasion nucléaire. C'était un tout. Et c'était bien des soldats français qui allaient se battre de l'autre côté du Rhin. Moi, je l'ai fait avec mes soldats. Et c'était bien le sang des Français qui allait couler éventuellement. Et donc, la France montrait par là sa volonté de ne pas céder. Si ce sont des étrangers, ce sont des étrangers. Moi, évidemment, j'ai une très, très grande admiration pour la Légion étrangère, mais je dirais que ce n'est pas la solution. La solution, c'est de montrer la volonté, et la volonté, c'est de dire, eh bien, nous, Français, nous acceptons que nos filles et nos fils aillent risquer leur vie pour défendre ce que nous pensons être le plus important, la démocratie, la liberté, et ce qui fait que l'Europe est l'Europe et que la France est la France. Donc oui, on peut recruter davantage, mais encore, madame, qu'en termes de recrutement, vous devez savoir, vous savez pas, mais que l'armée française arrive à recruter, mais pas si simplement que ça. Parce que beaucoup de soldats qui sont engagés pour aller sentir le sable chaud, eh bien, ont bien compris en regardant la télévision que la guerre, c'est pas extrêmement amusant. Et donc, ils sont revenus à une idée beaucoup moins romantique. Et donc, nous recrutons parce que nous offrons un très beau métier par bien des côtés aux jeunes Français et étrangers qui veulent venir. Mais ce n'est pas si simple de recruter des soldats professionnels. Mais le point n'est pas là. Le point, c'est que je montre ma volonté de défendre, j'engage le sang de mes citoyens. C'est ça, je crois, qui est important. Merci, Général Desportes. Gérard Loton. Oui, merci beaucoup de ces indications extrêmement significatives. Alors, en ce qui concerne
une condition qui est essentielle, c'est l'acceptabilité par la société française d'un effort nettement accru. Je crois qu'évidemment, nous communiquons très bien sur l'agression russe en Ukraine, mais nous pouvons aussi communiquer sur les menaces directes que fait planer la Russie de Poutine sur la France et sur l'Europe. Par une meilleure connaissance du contexte, une menace sur nos valeurs, où tout montre en Russie la loi de la jungle des oligarques et les violences conjugales qui ont été légitimées par une loi de Poutine. Et il y a bien d'autres exemples. Menace sur notre économie avec les cyberattaques. On peut très bien essayer de chiffrer le coût des cyberattaques sur les hôpitaux, sur des institutions, en France et en Europe. Et puis il y a les survols du territoire, les survols aériens des pays baltes ou d'autres nations de l'Union européenne. Et en dernier lieu, les menaces que font planer les missiles spatiaux nucléaires. Et on a parlé notamment des menaces sur les satellites GPS et les catastrophes que cela pouvait augurer. Donc, ça compose un tableau. Peut-être pouvons-nous essayer de voir s'il est possible de mieux communiquer sur ce tableau. Merci. Merci Gérard Lotton. Je vois que André Klarsfeld a demandé la parole. Oui, merci Sylvie. Merci à tous les intervenants pour la clarté de leurs propos. J'aurais voulu savoir s'ils souhaitaient commenter la tribune du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui est paru dans Le Monde il y a quelques jours et qui me paraît aller dans le très bon sens, au moins au niveau du discours. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question parmi les intervenants? Oui, je peux dire deux, trois choses si vous voulez rapidement. D'abord sur la question ou la préoccupation de Gérard Lotton, je pense que nous devons et nous pouvons faire plus. Certes, aujourd'hui, nous avons un discours beaucoup plus ferme des autorités françaises et notamment du président de la République, qui ont clairement dit combien la France avait été agressée, a été victime d'une campagne de communication massive. D'ailleurs, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, l'avait aussi dit déjà il y a 3 semaines environ. Donc ça, je pense que c'est bien. En revanche, la réalité est que, et là je poursuis vraiment cela de très près, je peux dire que nous ne sommes absolument pas à la hauteur en termes des contre-mesures. Pour plusieurs raisons. D'abord, nous nous apercevons, et pourtant nous sommes plusieurs à le dire depuis très longtemps, que nous laissons cette propagande se dérouler en France sans réagir. Nous ne réagissons pas, y compris en direction d'un certain nombre de personnalités françaises, qu'elles soient issues de la classe politique ou journalistique ou intellectuelle, avec la force nécessaire. Notamment en termes de poursuite de personnes qui défendent des positions russes, non pas uniquement pour des raisons idéologiques, ce qui après tout relève d'une certaine manière de la liberté de parole, mais pour des raisons d'intérêt. Et je pense que là-dessus, nous sommes loin d'être assez forts. Je pense aussi à un autre exemple. Vous allez me dire que c'est un petit exemple, mais nous avons quand même été plusieurs à alerter là-dessus, que ce soit André Gattolin, Galia Ackerman ou moi. C'est sur la question du centre culturel orthodoxe du Quai Branly. On ne comprend pas pourquoi, bon, indépendamment des raisons qui ont conduit à sa construction et aux contrats qui sont pour le moins douteuses, il y a eu quand même beaucoup d'articles de presse là-dessus depuis un certain temps, on ne comprend pas pourquoi ce centre aujourd'hui n'est toujours pas fermé. Moi, j'ai encore lancé un appel hier en disant clairement que maintenant, encore plus depuis le meurtre d'Alexei Navalny, il fallait enfin qu'on prenne des mesures claires. Mais pourquoi est-ce que
n'est pas fait. Pourquoi est-ce que vous avez un ancien ambassadeur russe qui est toujours extrêmement actif dans la propagande, M. Orlov, qui continue, je dirais, à être présent, alors que c'est un citoyen russe, sur le territoire français? Pourquoi il n'y a pas d'investigations qui ont été lancées, à ma connaissance, contre un certain nombre de personnalités, voire même contre un journal dont on sait parfaitement qu'il est une sorte de guégué-calque, sauf qu'il est autorisé aujourd'hui, alors que Russia Today et Sputnik ne le sont plus, de ces chaînes-là. Voilà, pourquoi est-ce que ce journal voilà, existe encore alors que les personnes qui sont derrière sont clairement financées par la Russie? Pourquoi est-ce qu'un certain nombre de propositions que j'avais faites, notamment lorsque j'ai été auditionné par la commission spéciale d'investigation sur les ingérences étrangères en France à l'Assemblée nationale l'année dernière, pour mettre à jour notre législation sur ces interférences, pourquoi est-ce que ces mesures n'ont pas été adoptées? Je pourrais rentrer dans les détails, je ne vais pas le faire, ce n'est pas l'objet ici. Mais enfin, nous ne sommes pas sérieux. Sur la tribune de Stéphane Séjourné, non, c'est une bonne tribune, hein, bien sûr. Voilà, maintenant, le vrai sujet, c'est quand un ministre fait une bonne tribune, c'est bien. Lorsqu'un ministre fait une action, contribue à lancer une action plus résolue, c'est encore mieux. Je veux dire, les mots, surtout quand c'est dans la bouche d'une autorité gouvernementale, ne remplacent pas l'action. Je constate, pardon de le dire de manière peut-être un tout petit peu crue, que Stéphane Séjourné n'a pas, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, tenu des propos quand même aussi forts et loin s'en faut que ceux de la première ministre danoise, de la première ministre estonienne, du ministre des Affaires étrangères lituanien, etc. Je veux dire, dans notre ton et dans la rhétorique, nous sommes quand même extraordinairement loin de ces pays qui disent les choses beaucoup plus carrément que nous le faisons. Merci Nicolas Denzer. Johanna Lasserre? Bonjour à tous et à toutes. Je voulais ajouter un point, une question à la question d'acceptabilité par la société française de changement d'attitude, de plus de sacrifices. Est-ce que un argument économique positif dans ces cas pourrait jouer sur cette opinion publique, à savoir la relance des industries d'armement quelque part, peut-être d'autres services? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi en parler et en faire un argument positif dans ces cas? Ah, je crois qu'André Gatolin veut répondre. Oui, merci. Oui, c'est un argument qu'on utilise assez peu. Moi, j'ai eu l'occasion, dans les discussions qu'on avait en tant que chef de groupe au Parlement et au ministère des Armées, de dire, mais attention, il faut vendre la LPM comme un mini-plan, enfin plus qu'un mini-plan, un plan de relance des industries françaises. Nous, nous en cachons. Le ministère a émis des fiches départements à usage des parlementaires. Je suis désolé, je l'ai dit, c'est d'une superficialité crasse. Hein, vous ne pouvez pas constater l'impact de ce qui est passé et de ce qui est projeté. Donc c'est très difficile, y compris pour les élus, de vendre cette dimension-là. Mais la dimension investissement et investissement sur l'ensemble du territoire, même si ça peut paraître un peu cynique, c'est créateur d'emplois, c'est créateur de richesses et ce sont des dépenses structurelles et infrastructurelles pour une grande partie d'entre elles. Donc il y a un moment aussi quand nous sommes, et ça c'est des discussions qu'on a éternellement au niveau de l'Union européenne, il y a certaines dépenses qui ne doivent pas être considérées comme déficitaires au regard des critères de Maastricht. Là-dessus, il faut aussi être honnête, clair, et l'Union européenne, comme la France, continue à gérer le changement à l'aune des critères passés, passéistes et des blocages. Et je voudrais rajouter un mot par rapport à ce qu'a dit notre ami Nicolas Tenzer
sur les influences et les ingérences, moi, je suis étonné, pour pas dire atterré. Ça fait des années que je produis là-dessus. J'ai fait un rapport il y a plus de 3 ans. Il y a 26 mesures simples, sans recours à la loi, même si je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait une loi en la matière. Ça a été rappelé par la délégation parlementaire au renseignement. Il y a 26 mesures simples à prendre pour se protéger. Nous ne le faisons pas. Je parle ici, je vois qu'il y a beaucoup d'universitaires. Vous avez aux États-Unis, dans d'autres pays, obligation, quand vous publiez un article, une thèse ou un travail scientifique, de dire les aides étrangères, extra-européennes ou extra-américaines, dont vous avez bénéficié, qu'on puisse identifier, qu'on sache qui parle et d'où il parle. Et cette chose-là, qui est simplissime, qui n'est pas une mesure répressive, qui est une mesure de transparence, qui est basique, je dirais, en Amérique du Nord. En France, impossible de l'obtenir. Alors, ça veut dire quoi? On n'est pas capable de financer l'enseignement supérieur, la recherche technologique. Donc, tout d'un coup, on devient très, très, je dirais, affable vis-à-vis de puissances étrangères. C'est le cas de la Chine, mais le cas de la Russie. Il y a en matière beaucoup à faire. Les Australiens, le Centre d'études politiques ASPI, a créé il y a maintenant 4 ans un observatoire des universités sur les questions de défense et de leurs liens pour informer au niveau international. Quand vous passez une coopération avec telle université ou tel laboratoire, celui-ci a un très haut niveau de risque parce qu'il est lié à l'armée de libération populaire de la Chine, de la République de Chine populaire. Eh bien, nous n'avons aucun instrument de cette manière, ouvert, transparent, coopératif, qui est fait à l'endroit de la Russie. Donc, tout est prétexte à contourner ou à ne pas agir sans l'information, sans la mise en branle sérieusement publique de la réalité des faits. Comment pouvons-nous réagir et être, je dirais, efficient au-delà des déclarations. Moi, je le dis, et j'ai quitté la politique parce que j'en ai assez du langage performatif. C'est pas parce qu'on dit que les choses sont faites. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est fait. Je préférais qu'on dise moins et qu'on fasse plus, parce que les grands discours ne suffisent pas. Et quand on propose du concret, du simple et du réalisable, eh bien, on se rend compte qu'on se heurte à des je ne sais pas si c'est de l'administration bureaucratique, en tous les cas, une non-volonté d'agir simplement et concrètement. Merci André Gattelin. Il y a encore 2 questions, Florent Murer, Martine Jodot, et puis je crois qu'on pourra peut-être mettre un terme à la conférence, sauf si de nouvelles questions surgissaient au dernier moment. Sachant que les journalistes présents pourront disposer du mémorandum et éventuellement aussi de l'enregistrement de la conférence. Florent Murer? Oui, bonjour à tous et merci de permettre de poser cette question. Euh, En fait, sur la piste du financement de l'armement, je trouve qu'on est toujours très timide sur le sujet de la saisie des avoirs gelés. Et à votre sens, pourquoi on n'est pas plus offensif sur cette question qui présente une manne là immédiatement à disposition? Merci. Qui veut lui répondre? Le général Desportes? euh, je ne sais pas, Nicolas Tenzer? La réponse, la réponse que faisait, j'oublie, mais cet ancien ministre qui s'occupait du Brexit, enfin, tout le monde le connaît, mais son nom m'échappe. La question lui était posée quelques jours dans une émission de télévision, et lui disait qu'il n'était pas favorable, au moins maintenant, parce que ça remettrait en cause le système financier international qui est basé sur effectivement des masses monétaires réparties à droite ou à gauche. Voilà, c'était sa réponse. Bon, lui s'y connaît un peu en finance, en relations internationales, évidemment. Voilà quelle est sa réponse. Après, moi, je ne suis pas du tout technicien de cette affaire. Enfin, voilà. Alors, sur cette question, si je peux peut-être juste ajouter effectivement un élément. D'abord, je sens que les choses bougent. D'abord, on s'aperçoit qu'un certain nombre de pays européens ont pris une position claire. Je ne parle pas uniquement des Américains
sur le sujet. Là aussi, toujours la première ministre estonienne, Kaja Kallas. Vous avez eu aussi l'appel qu'ont lancé deux députés très opposés sur le plan politique, ce qui est plutôt bien, hein, Benjamin Haddad et puis Julien Bayou, donc écologiste. Moi, ce que j'ai vu, parce que c'est un sujet que pour lequel je plaide depuis longtemps et sans donner des informations que je n'ai pas le droit de donner, mais que dans l'administration française, vous avez eu toujours un certain nombre de réticences. Vous en avez aussi, d'après mes contacts, dans l'administration allemande, avec un certain nombre d'idées. D'abord, est-ce que c'est véritablement légal? Et là, vous avez tous les arguments pour et contre. J'ai exploré beaucoup la littérature, des dizaines de milliers de pages. Concrètement, c'est même pas une question de légalité. Je veux dire, on est devant quelque chose de sans précédent. Enfin, j'en parle des crimes et de l'agression russe. Aujourd'hui, il n'y a pas de jurisprudence qui permette de dire de manière claire on peut ou on ne peut pas saisir. Il faut falloir innover. Donc, c'est vraiment une question politique, beaucoup plus qu'une question juridique. Deuxième remarque, certains invoquent le risque financier, plutôt pour la stabilité du système européen. Pour quelle raison? Parce que si on prend les 300 milliards, vous en avez 200 milliards en Europe et les 100 autres milliards sont répartis entre le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon essentiellement. Donc, c'est vrai que c'est l'Union européenne qui, d'une certaine manière, assurait le plus grand risque. La plupart de ces sommes sont aujourd'hui gérées par un organisme qui est ici à Bruxelles, qui s'appelle Euroclear. Effectivement, ce qui a été décidé par le Coreper 2, c'est-à-dire la réunion des ambassadeurs, et après avalisé par le Conseil européen, c'est qu'on allait séparer au sein des comptes d'Euroclear en gros les intérêts produits par ces fonds du reste des intérêts déposés sur les autres fonds gérés par cet organisme. La crainte côté européen, c'est que si on faisait cela, il y aurait un certain nombre d'autres États qui pourraient être tentés de retirer leurs fonds. J'entends d'États douteux, hein, c'est ça que ça veut dire concrètement, parce que les États démocratiques n'ont évidemment aucun risque en la matière. Mais l'argument, à mon avis, ne tient pas, parce que ces autres États, y compris un certain nombre de pays d'Asie ou de pays africains, etc., où est-ce qu'ils mettraient leurs fonds? À partir du moment où vous avez le Royaume-Uni qui prendrait les mêmes mesures, le Royaume-Uni est favorable, donc ils ne pourraient pas déposer leurs fonds sur la place de Londres. Les États-Unis prendront la même mesure, ils ne vont pas déposer ces fonds en dollars, c'est encore beaucoup plus risqué compte tenu de la rapidité des systèmes de sanctions extraterritoriales américains. Ils ne vont pas le déposer en yens. Donc, est-ce qu'ils ne vont pas le déposer non plus, je dirais, sur un compte en rouble ou en roupie ou en yuan? Donc, le risque financier ou de déstabilisation de la zone euro est faible. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'argumentation, je ne vais absolument pas entrer dans le détail ici, beaucoup d'argumentation technique qui montrent qu'on peut effectivement aller vite, sans risque juridique et sans risque non plus pour le système financier. C'est juste une question de volonté politique. Merci Nicolas Tenzer. Martine Jodot, le micro, Martine. Pardon. Oui, c'était la même question autour du financement que je voulais poser, surtout à Nicolas Tenzer. Moi, je suis juriste et je pense qu'il y avait beaucoup d'obstacles juridiques qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, bien entendu. Et je les vois toujours au plan international comme national. Il y a des groupes d'experts qui travaillent là-dessus. Et je pense que si on est resté timide, c'est parce que précisément en transférant la propriété, puisque c'est un acte de transfert de propriété que cette confiscation à laquelle on pense, du capital lui-même, tout le monde est frileux parce qu'on n'a pas encore la solution purement juridique pour s'exposer éventuellement à une action de la Russie en restitution de ces fonds souverains auxquels est attaché un système d'immunité. Voilà. Donc, la question sur le plan juridique n'est pas malheureusement complètement simple. Il faut impérativement qu'on invente un droit de la guerre qui soit spécifique comme étant une réponse à ce blocage juridique actuel qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Merci Martine. Je renvoie juste, si vous permettez juste un petit point, je renvoie aussi à un document que vous pouvez vous procurer en ligne facilement
qui est un rapport d'un groupe de travail qui a été conduit Oui. conjointement par Michael McFaul, vous savez, l'ancien ambassadeur américain en Russie qui est professeur à Stanford, et Andrei Yermak, donc, qui est le conseiller diplomatique du président Zelensky. Et donc derrière, vous avez une série d'experts financiers, diplomatiques, etc., qui ont justement essayé de compiler tous les arguments et d'essayer d'y répondre. Merci beaucoup. Effectivement, c'est en cours, mais ça fait plus d'un an et demi qu'on évoque cette question et que les experts, tant européens qu'américains, ne sont pas arrivés à une conclusion sur ce sujet. Merci Même Marty. en France, d'ailleurs, nous bloquons au plan constitutionnel le livret d'épargne, certes sur une question formelle de cavalier budgétaire, mais néanmoins, la question est pour l'instant bloquée. Pierre, ton micro. Bonjour, j'étais très intéressé par les différentes interventions et ayant travaillé avec Patrick Puge au mémorandum de l'association, je dois dire que l'intervention du général Desportes, qui a plusieurs mérites à mon égard, premièrement, elle est très articulée dans le temps entre la réponse à l'urgence militaire de la situation et aux possibilités de victoire de l'Ukraine à moyen terme avec les moyens d'une contre-offensive. Et c'est un point important. Je pense que nous devrions améliorer ce mémorandum en tenant compte de cette articulation dans le temps qui est très importante. Elle l'est aussi parce que il me semble que, je crois que Nicolas Tenzer l'a rappelé, la politique du gouvernement, des gouvernements d'ailleurs, finalement, quels qu'ils soient, y compris américains ou européens, n'est pas la victoire de l'Ukraine. La politique, c'est la non-défaite de l'Ukraine, c'est-à-dire la stabilisation du front, c'est-à-dire une petite victoire qui permet de négocier ou un certain nombre de choses comme ça. Et les moyens militaires qui sont donnés à l'Ukraine depuis le début vont dans ce sens-là. Et y compris aujourd'hui, quand on écoute le président, on va vers qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Ukraine ne perde pas. Et comme l'a dit le général, ce n'est même pas assuré. Donc je crois que la question essentielle qui nous est posée, c'est quels sont les moyens militaires qui permettent d'obtenir une victoire décisive. Et en ce sens, il y avait plusieurs éléments dans la déclaration du général Desportes. D'où je voudrais poser la question suivante, un peu tabou, un peu compliqué à répondre, mais finalement qui me travaille de plus en plus. Est-ce que sans les États-Unis, l'Europe a les moyens de stabiliser le front, peut-être, et de mener cette contre-offensive victorieuse, d'aider l'Ukraine à mener cette contre-offensive victorieuse par ses propres moyens, par la propre aide qu'elle peut fournir. Et question annexe, véritablement tabou, est-ce que fondamentalement, nous n'allons pas de toute façon soit vers une défaite radicale de l'Ukraine, soit vers une entrée en guerre des pays d'Europe aux côtés de l'Ukraine pour empêcher cela? Merci Pierre. Général Desportes, peut-être, pour répondre à Pierre Reymann. Oui, alors je crois que vous avez dit quelque chose qui sous-tend toute votre question, c'est le problème du manque de stratégie de l'Europe. Ce manque de stratégie, il existe depuis le 24 février 2022 et il n'y a pas eu de stratégie parce qu'il n'y avait pas d'objectif commun. Et je répète toujours, parce que je le crois fortement, que finalement, cette guerre, si on en est là, c'est que l'Europe en tant que telle n'a jamais su ce qu'elle voulait. Et donc, ne pouvant pas faire de stratégie parce qu'elle n'avait pas de point de convergence commun des volontés, eh bien, elle a fait de la tactique, elle a donné un canon, elle a donné un avion, etc. Et je pense que le premier problème, c'est bien là. À partir du moment où l'Europe sait si elle veut simplement une non-défaite de l'Ukraine ou bien un échec de la Russie, alors elle peut s'organiser pour produire l'un ou l'autre. Et donc, est-ce que l'Europe a les moyens? Je dirais, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aucun des pays européens n'a les moyens et que donc, ça ne peut être que l'Europe. Et donc, c'est bien au niveau de l'Europe ou alors au niveau d'un certain nombre de pays qui se regroupent autour d'une vision commune de donner les moyens suffisants. Alors, je pense que, sauf si le front craque vite, ce qui n'est pas impossible, on ne peut pas l'écarter. Moi, je pense que nous avons sûrement les moyens d'empêcher la percée russe au niveau de l'Europe et peut-être
mais ça prendra du temps, les moyens de créer des moyens du contre-attaque. Mais comme je l'ai dit, il y a une vraie difficulté. Il y a une vraie difficulté. D'abord, cette masse de manœuvre, aujourd'hui, elle n'existe pas. Elle n'existe pas et elle n'existera pas tant qu'il n'y aura pas de mobilisation ukrainienne. Donc, ça, c'est aussi un point bloquant. Et d'autre part, si vous voulez, on a à écouter les plateaux de télévision sur lesquels je suis assez régulièrement, une assez mauvaise image de ce qu'est la guerre à un niveau élevé. C'est pas, encore une fois, je l'ai dit, c'est pas les soldats de l'an 2. Savoir manœuvrer au niveau d'une grande masse de manœuvre, eh ben, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai commandé l'école de guerre, chargé de former les généraux qui devaient faire ce genre de choses. Eh ben, je peux vous dire que ça prend du temps, ça prend de l'entraînement, c'est très compliqué. Et donc, il faut non seulement avoir les moyens, mais former et entraîner, et ça prendra forcément du temps. Et je reviens à mon premier point. L'idée fondamentale, celle qui manque à l'Europe depuis le 24 février 2022, c'est que voulons-nous de cette guerre? Tout le monde sait ici qu'on ne conduit une guerre correctement que ce qu'on sait, ce qu'on en attend. Comme depuis le début de cette guerre, personne ne sait ensemble ce qu'on en attend, eh bien, elle est très mal conduite. Elle a produit trop peu d'armement, etc. Et donc, on n'est pas revenu à rien. Donc, le premier point, c'est bien que l'Europe, tout un ensemble de pays européens, se mettent d'accord sur un objectif stratégique, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Merci Vincent Desportes. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Merci à tous de votre présence. Je rappelle donc qu'un mémorandum est disponible qui serait complété aussi des propositions du général Desportes qui va plus loin que ce que proposait le premier groupe de travail, More Arms for Ukraine. Donc je vous remercie à nouveau et continuons à travailler ensemble. Je pense que c'est la seule manière d'avancer et de faire que nos politiques ne se contentent pas de mots. À bientôt et merci à tous. Merci. 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 Merci.